cette politique culturelle qui, d'après ces étudiants, donc cette parole des 20-25 ans, confond trop l'art et la culture, puisqu'ils reprennent vraiment ce propos, et cette question des publics. Parce que dans démocratisation, il y a démos c'est le peuple, et tout à coup on n'entend plus que public. Plusieurs éléments. Le premier, en faisant référence à ce passage, me fait penser à deux choses. Je pense que parfois il faut être très concret. Il y a deux chiffres qui me reviennent en tête et que j'essaie le plus souvent possible de diffuser. En France aujourd'hui, parmi les plus de 15 ans, 29% des Français ont une fréquentation nulle des lieux culturels. Nulle, c'est-à-dire aucun monument. Il y a 45 000 monuments en France. Même par hasard, aucune bibliothèque, aucun musée, aucun cinéma, au cours d'une année entière. 23% des Français ont une fréquentation dite exceptionnelle, c'est-à-dire pour les mêmes équipements, une fois dans l'année. Tout rassemblé. C'est-à-dire que plus de 50% de la population française rentre au maximum une fois par an dans un lieu dit culturel au sens large. Ça doit nous interroger énormément. Je pense que c'est quelque chose à rappeler. Ça, c'est un chiffre. Une autre anecdote, cette fois un peu moins quantitative, un peu plus qualitative. J'ai eu la chance de travailler à Rue-de-Valois et de voir à quoi ça ressemblait de près. De voir tous ces projets fabuleux qui viennent, qui se succèdent, qui sont présentés, avec tous leurs problèmes, tous les défauts, les problématiques qu'ils rencontrent, et comment les résoudre, et comment faire pour mieux démocratiser, etc. Et un jour, je me suis retrouvé dans mon bureau avec un militant un peu rubernu, à chemise à fleurs, manches courtes, alors qu'on était en hiver, rue de la Loi, c'était assez étonnant, qui s'appelle Vincent Safra, et ça parlera, je pense, dans cette maison, qui se définit lui-même comme éditeur militant, qui est absolument inconnu des services du ministère des services de la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, absolument inconnu. Et que faisait-il, ce monsieur? Il avait simplement une ambition, plus jeune, de se dire moi j'aimerais faire partager ce goût de la lecture au plus grand nombre. Puis il voyait que tout le monde ne lisait pas. Et alors il a regardé, avec un regard finalement très innocent, en disant mais qu'est-ce qui empêche de lire bien souvent dans des quartiers, lui-même vient du 91, dans des quartiers dits défavorisés, qu'est-ce qui empêche cette propagation de la lecture? Première chose, effectivement, il y a malgré tout parfois un obstacle économique. L'achat des livres en lui-même peut être un obstacle. Qu'à cela ne tienne, il vend des livres à 1 € pièce. Et deuxième chose, il dit il y a aussi un bon ou mauvais argument, mais il y a un décalage qui est celui de l'éloignement géographique. La bibliothèque est trop loin, la librairie n'est pas sur mon chemin, etc. etc. Qu'à cela ne tienne, il a acheté un triporteur et il est allé vendre dans les cours des écoles et en bas des cités. Et ce cher monsieur vend 1 million d'exemplaires par an à 1 €. Il est inconnu des services du ministère, inconnu de l'État, parce qu'il ne demande aucune subvention. C'est-à-dire que l'État ne connaît que ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que par définition, cette initiative formidable fonctionne. Et donc n'a pas besoin de ressources, et donc n'a pas besoin de se faire connaître. Et donc il a fallu, en l'occurrence, c'était Alexandre Jardin qui l'avait rencontré, qui lui a un tout petit peu de surface médiatique, et avait fait en sorte que ce monsieur soit reçu au ministère, lui il n'en avait pas du tout envie, il n'avait plus rien. Donc je trouve que ce sont deux exemples assez formidables qui nous parlent bien de cette problématique de la démocratisation culturelle. Merci beaucoup, ça donne beaucoup d'espoir. Et je regrette vraiment que Laetitia Chietti, donc la directrice de l'école de musique du Neuhof, ne puisse pas être parmi nous ce soir pour des raisons de santé, parce qu'effectivement, son témoignage pendant de ce que vous venez de dire va complètement dans le même sens. Peut-être un petit peu par une autre mise en perspective, j'en discutais encore avec elle au téléphone aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le chiffre. C'est-à-dire qu'elle me disait, pour moi la vraie réussite, c'est quand j'arrive à sortir 10 jeunes des errements dans lesquels ils se trouvent par la musique, en suscitant des rencontres entre les gens du quartier, mais aussi avec les musiciens de l'orchestre philharmonique qui sont en résidence, etc. Je ne prétends pas remplir des salles avec 300 ou 300 000 spectateurs. Mon travail, c'est la proximité, c'est ce que j'entends
notamment dans le second exemple, c'est mon accent alsacien qui me rattrape, que vous venez de citer. Et effectivement, ce qui m'a frappé dans le livre, c'est le nombre d'occurrences du mot évaluation ou du verbe évaluer. Et à un moment donné, cette question du chiffre, du nombre, du marché culturel est quand même éminemment présente dans l'ouvrage. Alors à contre-pied, il y a de multiples sujets, j'avais oublié celui-là, mais c'est un sujet très intéressant. Évidemment, c'est pas naturel pour les étudiants de 20 ans de dire on va traiter on leur donne la capacité à s'exprimer, effectivement dans un contexte de débat présidentiel, et de leur dire intéressez-vous à la question de l'évaluation des politiques culturelles, des projets, etc. Ça n'a rien de très attrayant dit comme tel. Mais en réalité, l'évaluation, c'est le corollaire de la prise de risque. Et aujourd'hui, ce qui manque terriblement à tout niveau, et en réalité, plus on est proche d'un établissement culturel national, c'est la prise de risque, c'est la capacité à prendre des risques. Et pourquoi la prise de risque manque? Parce qu'on a peur de se tromper. Et ça, c'est terrible. Et c'est terrible si aujourd'hui les gens de culture et les responsables culturels ont peur de se tromper, ont peur de remettre en cause leur autorité, leur légitimité, etc. C'est terrible. Je prends encore une fois un exemple. Dominique de Fonréau a participé à cet ouvrage. C'est une administratrice du musée du Louvre, qui est une conservatrice du patrimoine, et c'est la directrice du musée de la Croix, qui est une dépendance du musée du Louvre, qui est un musée autonome. Elle était à l'origine d'un projet qui a vu le jour, qui a été un grand succès, qui s'est appelé la Petite Galerie au Louvre, dont la première exposition s'appelait De Hercule à Dark Vador. L'idée étant, dans un espace, de mettre en valeur des œuvres majeures et de raconter autrement les chefs-d'œuvre du Louvre. Elle a fait face à des levées de boucliers phénoménales et une grande difficulté à mettre en place le projet, se disant que c'était beaucoup bien trop risqué, qu'on remettait en cause l'image du Louvre, et c'est terrible, parce que pourtant derrière, ça a rapproché des dizaines, des centaines, voire des milliers de jeunes de la culture, sans remettre en cause la capacité du Louvre à faire des expositions majeures, mondiales, et qui portent haut les couleurs de notre pays. Donc c'est ça qui manque, c'est cette capacité à prendre le risque. Et pour permettre à certains de prendre le risque, il faut leur permettre de pouvoir dire après, vous voyez que j'avais raison. Et vous voyez que j'avais raison. Ça passe aussi par l'évaluation. Ça passe par pouvoir donner les outils aux gens pour dire, rassurez-vous, si vous avez raison, ça c'est rare. Et on pourra continuer. Et si on s'est trompé, on saura pourquoi, et puis on apprendra. C'est une évaluation bien pensée, préparée, réfléchie. Et ce n'est pas le chiffre pour le chiffre. Ce n'est pas le chiffre pour le chiffre. Mais là, effectivement, vous nous tendez la perche pour la suite de la lecture et du questionnement, parce qu'à l'avant-veille d'un tour de scrutin pour l'élection du futur chef d'État français, nous ne pouvons pas ne pas nous demander et l'État dans tout cela. Donc, on va entendre un extrait. Voilà, alors extrait du chapitre 8, Réinvestir notre patrimoine. Dès la Révolution française et la nationalisation des biens ecclésiastiques, émergent les nécessités d'une première protection de notre héritage culturel. Par la suite, de nombreuses dispositions ont affirmé la prééminence de la défense des œuvres d'art et des monuments français, telle qu'elle est illustrée par le statut de monument historique classé ou inscrit, ou encore l'inaliénabilité, je me suis beaucoup entraîné pour dire ce mot, je me le répète parce qu'il est très beau, l'inaliénabilité des biens publics. On n'a pas encore vendu le Louvre. Vint ensuite le temps de la nécessaire reconnaissance de nouvelles formes de patrimoine, notamment via le développement de l'art moderne, de la musique, du cinéma et encore plus récemment de la notion de patrimoine artisanal, naturel et environnemental. Une reconnaissance dont le souci principal demeure la conservation de notre héritage passé. Pourquoi un tel souci de protection? Que nous apporte d'essentiel le patrimoine, au point de craindre sa disparition? Ce patrimoine, ces œuvres qu'il rassemble, construisent une histoire,
intimement liée à la question de la construction de l'État-nation. Cette culture, ainsi incarnée au quotidien, doit être un facteur de cohésion. Mais on constate, tous les jours, à quel point cet héritage peut devenir aussi source de repli, rempart contre l'autre, s'il est mal compris et transmis. Comment permettre au patrimoine de constituer un élément de réponse à la violence omniprésente de nos sociétés contemporaines? Comment inviter à puiser dans nos racines historiques les éléments d'une culture enrichie de notre diversité? Il nous semble aujourd'hui essentiel que la culture puisse jouer ce rôle fédérateur d'une communauté en crise. Les événements politiques contemporains se recoupent autour d'un besoin de rassemblement, traduisant la volonté citoyenne de réinvestir le champ du politique. Ce désir de rassemblement ne peut se réaliser qu'à travers l'ouverture à autrui. En cela, l'opposition médiatique entre la culture et la violence, présentant la culture comme le bouclier et l'arme de la lutte contre la barbarie, est foncièrement réductrice. Ce discours ne peut suffire à questionner la complexité du réel. Loin de penser que la culture seule puisse être un rempart à la violence, il nous semble davantage qu'elle doit constituer un espace de dialogue. Nous pensons que l'éducation a pour mission essentielle de former des adultes citoyens et de développer leur esprit critique pour penser l'avenir. L'enseignement artistique et culturel doit trouver une réelle place à l'école, précisément parce qu'il n'est pas un apprentissage de savoir, mais bien plutôt une ouverture et un questionnement sur le monde. Il permet d'appréhender la complexité du monde là où l'explication scientifique ne suffit pas, là où le sens demeure manquant. L'éducation par la culture est une éducation à la mise en question, à la réflexion, à l'imagination. Nous souhaitons concevoir l'enseignement artistique et culturel comme un espace d'échange et d'écoute, espace qui manque parfois au sein du système scolaire, et qui puisse réellement constituer une expérience de l'espace public. Il nous semble essentiel que cet apprentissage citoyen soit pris en charge par l'école. Pierre Bourdieu et Alain Darbel ont montré à quel point les inégalités devant la culture sont importantes et directement liées au niveau d'éducation. En cela, la culture constitue une source de violence, proche de la violence symbolique, on parle de Bourdieu, pointant l'intériorisation des valeurs et des schèmes de domination sociale. Il serait illusoire de croire que l'éducation pallierait totalement ces inégalités, tant les inégalités à l'école sont importantes. Mais l'école doit pouvoir susciter le désir culturel. En tant qu'espace universel, du simple fait que l'institution scolaire est obligatoire jusqu'à 16 ans, l'école nous apparaît être le seul lieu à même de dispenser un enseignement culturel et artistique pour tous, ouvert tant sur la théorie que sur la pratique. La légitimité de l'État comme éducateur culturel découle de cette primauté du temps scolaire pour penser l'éducation par la culture. Si l'école est l'espace premier de la démocratisation culturelle, c'est que celle-ci vient proposer un territoire autre que celui de la culture privée et familiale, un territoire commun. Cependant, le caractère obligatoire des apprentissages culturels et artistiques est souvent perçu comme un frein à l'éveil du désir, là où les élèves peinent à saisir le bien fondé des apprentissages artistiques. Peut-être alors faudrait-il rendre à l'éducation culturelle son rôle premier d'invitation aux sensibles, au désir, à l'échange. Pour cela, il nous semble indispensable de repenser la place de l'éducation artistique et culturelle dans le système scolaire. Comme Emmanuel Etis, sociologue de la culture, nous pensons que sans désir, les publics éloignés et empêchés ne témoigneront jamais d'une pratique culturelle individualisée et autonome. Cette dernière restera de l'ordre de l'exceptionnel. Au faire connaître, nous pensons qu'il faut substituer le faire
aimer. Au public spectateur, nous préférons la notion de public acteur, car elle implique un engagement personnel